Ça y est, j'ai lancé l'enregistrement. Et je vais partager mon écran. Tac. Tac. Alors, est-ce que je fais avec ça ou peut-être que je vais faire avec un PDF. C'est peut-être un peu plus simple. Parce que parfois, oui, ça va prendre 15 secondes. Ok, hop. Hop. Oui, voilà. Ok. On va prendre celui-là, d'accord. Ok. Bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, on le voit, monsieur. Ok, parfait, super. Oui. Merci. Merci, Marina. Monsieur, Yes, sir. j'avais une question par rapport au diaporama. Oui, monsieur. Sur Moodle, il y a celui de l'année dernière et celui de l'année d'avant, mais il n'y a pas celui de cette année. Oui. Bah, je vais le mettre... je l'ai un peu modifié en plus. Donc, je vais le changer, oui. Ok, merci. Ok. Je vais déposer le diaporama tout à l'heure. Hein, je vais le faire pas pendant le cours, ou alors on prendra une petite pause. Parce que là, on est parti pour 2 heures, donc ça va être un peu long. Ça va être un peu rustique, je ne vous cache rien. Ça va être un peu rude. Ça va être rugueux. Bon, je plaisante un petit peu. L'an dernier, les étudiants m'avaient dit que le cours était un peu dur. Alors on va démarrer. Donc ça, c'est mon premier cours. Avant ce cours-là, vous avez eu des cours au premier semestre avec Ludovic Marin. Vous avez eu des cours au deuxième semestre avec Didier Delinière. Et tout ça forme le... Alors d'ailleurs, l'UE ne s'appelle pas 20, hein, j'ai fait une erreur, hein, c'est l'UE 23. Et donc j'ai changé la date et j'ai rajouté quelques diapos, on va le voir. Donc ça tombe bien, on a vu la rugosité en bioméca juste avant votre cours. Oui, alors n'hésitez pas à demander du tutorat, hein. J'en profite au passage. Vous connaissez la démarche, vous allez sur le site de l'UFR STAPS de Montpellier, le site universitaire. Vous allez dans la rubrique vie étudiante et vous choisissez tutorat. Vous avez une page dédiée au tutorat et en bas de la page, vous avez un lien où vous cliquez et vous pouvez vous inscrire pour faire une demande de tutorat. Voilà, et ça tombe bien parce que c'est moi qui supervise le tutorat à l'UFR STAPS. Donc voilà, pour vous aider éventuellement en biomécanique, par exemple. Mais bon, c'est pas juste pour info. Alors, le contrôle moteur, moi j'ai mis un sous-titre puisque ça va être le fil directeur de mon cours. Je vais parler de la coordination des mouvements, qui est une façon d'aborder le contrôle moteur. Alors, il y a quelques images, je peux peut-être me mettre en plein écran. Je ne sais pas si c'est vraiment mieux, on va voir. Si je fais ça, ça n'a pas l'air de trop marcher. Le plein écran avec zoom parfois. J'ai peur que ça bug. On va voir si ça marche. Ça marche pour vous le plein écran? Oui. Okay. Oui. Alors ici, Parfait. Parfait, très bien. Donc je vais vous donner quelques éléments de contexte et puis ensuite on va démarrer.
Donc ici, vous voyez, il y a quelques images. En bas à droite, vous avez un cavalier avec un cheval. On en reparlera plus loin dans ce cours. En haut, vous avez ce qu'on pourrait appeler parfois un kinogramme, donc une série de photos, une série temporelle de photos. Les photos sont prises les unes après les autres de quelqu'un qui est en train de faire un salto arrière. Ces photos sont assez anciennes. Ici, vous avez une personne qui était en train de faire un mouvement simple, un pas, et on devine un mouvement au moins d'un des deux bras. Et cette fois-ci, les images sont successives. Alors, ce n'est pas des images du corps, mais c'est des images d'un modèle du corps. Alors là, on reconnaît le pied qui se déplace. Ça, c'est la partie basse de la jambe, entre la cheville et le genou. Donc, tibia péroné, si vous préférez. Et ensuite, ici, vous avez la partie haute de la jambe, donc entre la hanche et le genou, ou l'humérus, si vous préférez. Oh, pardon, le fémur, excusez-moi, quelle bêtise. Donc, les images successives. Et puis, on a la même chose avec l'humérus, radius cubitus, il y a probablement le poignet quelque part, et ces différentes images qui se déplacent. Bon, il n'y a pas la tête. Et tout ça dans un cadre ici, donc ce sont des images successives. Ici, en bas, alors, le menu, moi, qui me gêne un peu. OK. En bas à gauche, vous avez aussi des images assez anciennes, d'images successives, donc des photos successives de mouvements. Ici, c'est quelqu'un qui fait un saut à pieds joints vers l'avant. Au-dessus, quelqu'un qui est en train de courir. Et puis là, au milieu, quelqu'un dont la main est posée sur la table et va se déplacer pour saisir un objet. Ici, c'est juste une espèce de boîte d'allumettes blanche, un parallélépipède. Et donc, vous avez des images successives. Et à la fin, elles sont un peu floues, ces images qui ont été prises par une caméra qui n'avait pas beaucoup d'images par seconde. Donc, à la fin, c'est un peu flou. Comme ces images que vous avez peut-être déjà vues de quelqu'un qui fait un service en tennis ou un coup en tennis ou en ping-pong ou un coup de poing en boxe ou alors un swing très rapide en golf. Si la caméra n'est pas assez rapide, eh bien, la fin des images sont un peu floues. Donc, tout ça, ce sont des images de mouvement statiques pour le cavalier ou le cheval ou des séries d'images qui donnent un peu une impression de temporalité, de dynamique, de décours temporel. Ce sont des images de mouvement, ce sont des images de coordination de mouvement, et on va parler de ça, et le contrôle moteur parle en partie de ça. Alors, mon objectif de cours ici, c'est de découvrir ce que j'ai appelé, on va voir la définition au fur et à mesure du cours, des invariants du mouvement. On va apprendre à reconnaître des formes de mouvement, et on va apprendre un petit peu à classer des mouvements et à décrire des mouvements. Bon, c'est un programme qui est assez ambitieux. On va l'aborder pendant ce semestre. Je crois que j'ai 6 cours magistraux le mardi, essentiellement le mardi après-midi, mais certains, il y a un créneau entre midi et 2, je crois, ou 13h, 15h, quelque chose comme ça, il me semble. Donc, on va juste aborder un peu ce programme. Alors, je vais démarrer tout de suite en définissant un petit peu ce que j'entends les invariants du mouvement et pourquoi j'ai fait ça. Bon, il y a toute une littérature, vous avez vu entre le cours de Ludovic Marin et le cours de Didier Devinière, vous commencez à avoir une idée de la littérature, c'est-à-dire des travaux scientifiques disponibles qui ont abordé ce qu'on appelle le contrôle moteur. Vous avez une petite idée qui commence à se structurer de ce qui a été fait. Donc, il y a une littérature scientifique disponible avec les premiers travaux qui ont plus d'un siècle. Ces travaux, ils ont commencé à être structurés et systématiques au 19e siècle, c'est-à-dire 1850, si vous voulez, quelque chose comme ça, même un peu avant. Donc, ça a un peu plus d'un siècle d'existence. Et pas mal de résultats se sont accumulés. Donc, il y a une accumulation de résultats scientifiques. Et sur la base de cette accumulation, on peut identifier des résultats qui sont systématiques, qui sont assez solides, d'autres qui sont un peu plus nouveaux et qui demandent des confirmations. Et en réfléchissant à ce cours, pour donc les premières années en STAPS, je me suis dit que j'allais essayer d'extraire des résultats parmi les résultats principaux, les résultats systématiques des éléments, des propriétés du mouvement, du contrôle du mouvement que l'on retrouve assez systématiquement. Voilà. Et j'appelais ça des invariants. Alors, c'est un terme qui est extrêmement classique en science. La science cherche des propriétés
qui sont systématiques, qui réapparaissent très, très fréquemment, très, très souvent. Alors, c'est intéressant parce que ça donne des bases solides. Plutôt que d'avoir un paysage qui est fluctuant et mouvant et qui change en permanence, dans lequel on est perdu, un petit peu imaginé comme un nuage de fumée qui est sans arrêt en train de changer, ou des nuages qui seraient en train de changer à cause d'un orage qui serait très turbulent. On essaie de trouver au contraire dans le paysage des repères, des indices qui sont solides, qui sont récurrents, qui sont permanents, relativement permanents et qui permettent de nous repérer. C'est ce qu'on appelle des invariants. Ce sont des structures. Et ça, c'est une démarche élémentaire en sciences, quel que soit le domaine scientifique, que ce soit de la physique, que ce soit même des mathématiques, que ce soit de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie, de la biologie. On essaie de trouver des choses qui sont générales. Qui sont générales et qui sont permanentes, relativement permanentes. C'est ce qu'on appelle des invariants, c'est-à-dire quelque chose qui ne varie pas ou qui ne varie pas trop, voilà, sur lequel on peut baser une réflexion et aussi sur lequel on peut baser une action, puisqu'on veut agir. Vous allez vouloir être prof, être entraîneur, être réhabilitateur, et faire du soin. Et pour ça, vous allez analyser du mouvement. Vous allez regarder le mouvement de quelqu'un, essayer de le reconnaître, essayer de le classer, essayer de le quantifier, essayer de le mesurer, même si c'est juste avec votre œil et votre mémoire, éventuellement en prenant des notes, en faisant une grille d'analyse, éventuellement en utilisant la vidéo, éventuellement en utilisant des outils de mesure. Vous allez essayer d'analyser le mouvement qui est devant vous pour pouvoir produire un diagnostic et pour pouvoir ensuite mettre en route une intervention, une action. Donc, il faut essayer d'analyser ce mouvement. Et le fait de connaître des invariants du mouvement, je pense que ça peut vous aider à faire ce diagnostic. Et donc, à reconnaître des formes de mouvement, c'est-à-dire des structures dans le mouvement, ça peut vous aider aussi à classer des types de mouvements, des petits mouvements, des grands mouvements, des mouvements globaux, des mouvements plutôt restreints, etc. Donc, voilà un peu les objectifs généraux. Alors, dans ce cours, pour vous aider à construire des compétences pour vous permettre d'analyser le mouvement, classer le mouvement, reconnaître les formes du mouvement, dans le but d'intervenir, je vous ai, en plus de mon cours dessus de Didier Delinière, j'ai scanné des textes qui vous permettent de vous cultiver et d'en savoir plus et de mieux comprendre. Donc, ces textes sont sur le Moodle. Alors, il faut peut-être vérifier, c'est peut-être UE23 et pas UE20, contrôle moteur. Bon, j'ai envoyé ça aussi par annonce depuis l'ENT, j'ai envoyé ça par mail aussi, des informations pour vous diriger sur Moodle. Il faut vous inscrire au cours, je crois, pour y avoir accès. C'est très simple, maintenant vous avez l'habitude. Et donc là, vous avez 7 textes, des textes d'Alain Berthoz, des textes de Pascal Giraud et Angela Sirigu, des textes de Rama Chandran, des textes d'Hélène Beaulieu, des textes de Jean-Philippe Lachaud. Alors le dernier, par exemple, c'est un extrait d'un ouvrage, donc c'est un chapitre, il porte sur l'attention, les mécanismes d'attention, c'est extrêmement important et ce n'est pas quelque chose que j'aborde dans mon cours, donc c'est vraiment un complément. Les textes d'Hélène Beaulieu parlent de la répétition qui façonne nos habitudes, c'est-à-dire de l'apprentissage. La répétition, c'est répéter les tentatives pour réussir une tâche, réussir un mouvement. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir un apprentissage, notamment. Le texte de Rama Chandran porte sur ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui ont été découverts sur l'animal, et par extrapolation, on pense qu'il y a un système miroir dans le cerveau humain qui permet d'apprendre par imitation, c'est-à-dire par observation. J'observe, j'imite, c'est aussi une base de l'apprentissage. J'observe du mouvement, j'observe de la coordination du mouvement, et j'apprends. Le texte de Giraud et Sirigu permettent de comprendre les capacités du cerveau à s'adapter, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. J'en parlerai un tout petit peu dans ce cours. Et les 3 textes d'Alain Berthoz permettent de comprendre plus précisément des choses qui sont liées au contrôle moteur. Donc là, c'est un peu plus précisément sur le domaine du cours, et notamment des textes tirés de l'ouvrage Le sens du mouvement, et qui est un ouvrage qui est très très intéressant, mais un peu compliqué, un peu dense, un peu technique, qui est vraiment de niveau universitaire, peut-être plutôt de niveau master pour vous, mais rien ne vous empêche d'aller
d'aller consulter des chapitres. Là, par contre, je vous ai scanné des chapitres et je vous encourage très, très fortement à les télécharger et à travailler dessus, notamment le chapitre qu'il a intitulé « Le mouvement naturel ». Et ensuite, 2 chapitres tirés d'un ouvrage plus récent et beaucoup plus simple, beaucoup moins technique, qui s'appelle, que Alain Berthoz a appelé « La simplexité », qui est un terme qu'il a forgé en mélangeant complexité et simplicité. Donc, vous verrez de quoi il s'agit. Là aussi, les lois du mouvement naturel, donc une version un peu plus édulcorée, un peu plus digeste du chapitre du sens du mouvement, et un chapitre sur la marche qui s'appelle « Marcher, un défi à la complexité », qui est très intéressant, puisque la marche est une des activités, des comportements, des coordinations de base de notre espèce et d'autres espèces. Ce chapitre est un peu technique aussi, lui aussi un peu difficile. Donc tout ça, vous l'avez sur le NT. Et il y a un dernier chapitre qui est en bas de la page, là qu'on ne voit peut-être pas trop, dans la page plein d'écran, qui est un chapitre écrit par Richard Feynman. D'ailleurs, il y a une typo, c'est F-E-Y-N. Il y a un N comme nono avant le M et le A et le N. Donc Richard Feynman, qui s'appelle Mécanique, qui est tiré de son ouvrage sur la mécanique et qui s'appelle Mouvement, le mouvement, et qui est un chapitre qui est destiné à vous rafraîchir la mémoire ou alors à vous offrir des compétences qui vous permettent d'allier contrôle moteur et justement la biomécanique. Donc, une partie biomécanique qui pose problème à beaucoup d'étudiants en STAPS, pas uniquement les cours de première année, mais aussi le cours de troisième année. Et si vous commencez à travailler sur ce chapitre, eh bien ça va vous aider pour la biomécanique en première année, la biomécanique en troisième année, et ça va vous aider aussi pour le contrôle moteur, puisqu'ils sont introduites les notions de vitesse instantanée, d'accélération, de dérivée, des relations entre ces variables, qu'on appelle les variables de la cinématique. Et ce chapitre est très bien écrit, très didactique, même si vous pouvez le trouver peut-être un peu dense et un peu technique. En le lisant et en prenant des notes au fur et à mesure de la lecture et en le lisant, en surlignant des éléments et en faisant vos fiches, bien, ça va énormément vous faire progresser dans des disciplines qui éventuellement vous posent problème en STAPS. Voilà. Donc, je vous conseille très, très fortement de faire un travail seul ou à 2 ou à 3 sur le chapitre mécanique, chapitre mouvement de Richard Feynman. Je vous encourage très, très fortement à lire les 7 textes en prenant quelques notes sur les éléments essentiels du texte. Et potentiellement, ces lectures seront évaluées à la fin du semestre. On va en discuter avec Didier Delinière. L'an dernier, on ne l'a pas évalué, mais cette année, peut-être qu'on évaluera ça aussi à travers des questions de QCM. Juste, monsieur. Oui. Est-ce qu'il y aura 50% de questions sur votre cours et 50% de questions sur l'autre cours, ou c'est pas du tout proportionnel? C'est à peu près, on ne s'est pas arrêté encore, mais c'est à peu près de cet ordre d'idées. Okay. C'est de cet ordre de grandeur. J'aurai peut-être un peu plus de questions parce que j'ai plus d'heures de cours. Donc peut-être plus de questions seront dédiées à mon cours, enfin porteront sur mon cours. Et si on se dirige cette année vers un QCM, puisque l'an dernier on n'avait pas fait un QCM, on a fait des questions de rédaction, mais ce n'était pas très satisfaisant, c'était un peu compliqué. Si on se dirige vers un QCM, il y aura aussi des questions sur les textes. D'accord ? Il y aura une partie de mes questions qui porteront sur les textes. Donc, je vous ai donné, il y a des documents sur le Moodle avec des exemples de telles questions. Je vous en ai envoyé hier par Internet, je crois. J'ai envoyé le plan des cours de Didier Delinière de mes cours et aussi des questions de texte, il me semble. Oui. Par mail. Je vous ai envoyé ça par mail. Alors, OK. Donc, c'est l'UE23. Cette UE23, vous avez deux enseignants, Didier Delinière et moi-même, et vous avez 2 TD. Donc, c'est très peu de TD. Les TD en soi, eux-mêmes, ne sont pas évalués. Les TD en présentiel n'ont pas rencontré un franc succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'avais 4 ou 5 étudiants par TD. Quelques étudiants, 15, 20, ça dépendait en distanciel. Et vous avez aussi un travail personnel dans ce cours. Le cours ne se réduit pas aux cours magistraux et au TD. Vous avez aussi un travail personnel à effectuer, notamment sur les textes, qui est important.
qui n'est pas important en quantité. Il ne faut pas vous y prendre au dernier moment, mais il faut commencer tout de suite si vous ne l'avez pas déjà fait. Et vous lisez un texte ou deux par semaine en prenant des notes. Et vous travaillez sur le chapitre de Feynman. Et avec ça, vous allez avoir un bon bagage qui va vous aider pour cette année et qui va vous aider pour les années suivantes. Croyez-moi. Alors, le plan détaillé du cours de Didier Delinière, le voici. Donc, je vais passer assez rapidement. Il y a des définitions d'introduction. Il y a un premier chapitre sur habileté et traitement de l'information et il y a un deuxième chapitre sur une approche dynamique de la coordination. Et il y a un troisième chapitre sur les étapes de l'apprentissage moteur. Donc moi, dans mon cours, je ne vais pas aborder de nouveau habileté et traitement de l'information. Alors c'est bien que Didier Delinière ait abordé ça parce que ça permet de se raccrocher avec une illustration avec la tâche de Fitz que nous avons vu en TD. Donc le travail de Paul Fitz sur le temps de mouvement dans une tâche de pointage, c'est-à-dire une tâche de précision spatiale en fonction de la distance entre les cibles et la largeur des cibles. Le travail de Paul Fitz en 1954 s'appuie directement sur la théorie du traitement de l'information puisqu'elle emploie la notion de traitement de l'information et de quantité de l'information. Et donc à travers la tâche de Fitz et sa quantification, sa mesure, la réalisation d'un graphique de vos performances, l'ajustement des paramètres de l'équation de la tâche de Fitz, qu'on appelle la loi de Fitz. Temps de mouvement est égal à A, un coefficient directeur multiplié par l'index de difficulté, plus B, la valeur de l'intercept de la droite. Eh bien, grâce à ça, vous avez une illustration très concrète et très précise d'une application de la théorie de l'information. Donc, le TD1 parle de théorie de l'information. Il ne parle pas du tout de temps de réaction. Il n'y a pas de temps de réaction dans la tâche de Fitz, c'est du temps de mouvement. D'accord ? C'est du temps de mouvement. Ce n'est pas du temps de réaction, c'est du temps de mouvement. C'est une tâche de contrôle de mouvement en fonction d'une précision requise. Et cette précision, c'est la largeur des cibles. Voilà. Moi, mon travail, mes diapos porteront davantage sur le chapitre 2 du cours de Delinière, donc plutôt dans le cadre de l'approche dynamique. Vous voyez ? Même si je n'aborderai peut-être pas... Ok, j'ai été coupé pendant 20 secondes, et puis après j'ai eu le micro coupé par défaut. Donc, juste pour dire, mon approche, mes cours vont se situer dans la deuxième, correspondent, si vous voulez, à la deuxième partie du cours de Didier Delinière, l'approche dynamique et auto-organisation, même si je n'aborderai pas les concepts généraux un peu techniques de cette approche-là. Et je ne parlerai pas des stades de l'apprentissage, d'accord ? Voilà, donc là, vous avez un peu un cadre. Un cours sans que ça bug, ce n'est pas un cours. Effectivement. Bon, alors, j'ai le Wi-Fi dans la maison où je suis. Parfois, peut-être, il est un peu comme ça. Mais d'ordinaire, ça se passe bien. J'ai fait 160 heures cours en visio au premier semestre. Normalement, je suis blindé. Alors voilà, donc ça, vous avez le cadre général et voici un peu un plan de mon cours. Je vais faire des définitions. Oui, une question, une remarque ? On n'a plus le partage d'écran. Ah oui, il faut refaire le partage d'écran. Donc je reviens. Si je peux. Je sors du plein écran. Ça prend un tout petit peu de temps. Ok. Je reviens là. Il faut être patient. J'avais un peu oublié tous ces aspects. Ok. Voilà. Donc, je ne mets même pas en plein écran. Je vais rester comme ça. Vous l'avez maintenant ? Oui. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait, on y va. Donc, moi, je vais définir la coordination des mouvements. Et je vais parler un peu d'apprentissage, puisque c'est un peu nécessaire pour comprendre de quoi il s'agit. Comment la coordination des mouvements chez l'être humain apparaissent,
comment il y a une formation, une structuration de ces mouvements, avec la notion de patron de coordination que Didier Delinière a déjà introduit. Ensuite, je vais parler d'un exemple de classification des mouvements et je vais vous parler du jonglage comme illustration. Alors, pourquoi le jonglage? Parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé à une époque et donc j'avais quelque chose qui était à peu près cohérent et suffisamment détaillé. Et ensuite, j'aborderai ce que je suis allé pêcher dans la littérature, que je connais et que j'ai identifié comme étant de bons invariants du mouvement, c'est-à-dire des résultats, des connaissances assez solides sur le contrôle du mouvement, sur la coordination du mouvement. Donc, je parlerai de redondance, je parlerai de gel et de raideur et de dégel des mouvements, des articulations, de raideur articulaire. C'est un peu lié à la redondance, même très lié. Je parlerai d'information et de lois de régulation du mouvement avec des illustrations comme par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on intercepte une balle ou un objet mobile, donc qui pose le problème de ce que c'est que percevoir et agir de façon simultanée. Je parlerai de synchronisation avec une illustration assez curieuse, assez intéressante entre les mouvements de l'homme et le mouvement du cheval. Et je parlerai aussi d'exemples de simplification du mouvement. Alors, simplification naturelle, on va dire. Alors, pour utiliser les concepts qu'a utilisé Delinière, une simplification qui est auto-organisée, qui est émergente. C'est-à-dire que personne n'a décidé cette simplification. Quand un animal ou quand un être humain apprend des nouveaux gestes, eh bien, il trouve des coordinations qui sont de plus en plus simples, voilà, qui se simplifient. Donc, le mouvement se simplifie. On verra des exemples de ça. Et on verra, si on a un peu le temps, des problèmes de géométrie et de cinématique, qui seront définis dans la partie 2.1 là. Ou plutôt 3.1, je me suis trompé en faisant mon plan, c'est 3.1, 3.2, excusez-moi. C'est la partie 3, ouais, les invariants. Voilà. Alors, je voudrais donner quelques repères. Le contrôle moteur se situe au carrefour de plusieurs disciplines scientifiques. Alors, le contrôle moteur, quand on dit contrôle moteur, on dit contrôle parce qu'on a été longtemps influencé par, et on l'est encore, par des théories qui ont été d'emprunt, qu'on est allé emprunter dans d'autres disciplines scientifiques, et notamment des théories qu'on a empruntées à ce qu'on appelle l'automatique et la robotique, pour raccrocher à des choses que vous connaissez, parce que c'est plus médiatisé que l'automatique, que le terme automatique. Alors, automatique et robotique, c'est un petit peu la même chose, pas exactement, c'est un petit peu la même chose. C'est tous les outils qui ont été développés par des mathématiciens, des physiciens et des ingénieurs et des informaticiens pour faire des objets technologiques, des outils qui peuvent être très sophistiqués, comme des trains qui se contrôlent tout seuls, des métros qui se contrôlent tout seuls, la répartition du courant électrique sur le territoire avec des différentes centrales nucléaires ou non nucléaires et les éoliennes qui se fait tout seul et qui se contrôle de façon automatique. Voilà, la distribution du réseau Internet. Et bientôt, on aura des voitures qui se contrôlent toutes seules sur la route. Donc, tout ça requiert un système intelligent, entre guillemets, on parle parfois d'intelligence artificielle, qui va réguler le comportement de la voiture, de la rame de métro, du train, et l'orientation de l'électricité, donc de l'énergie, vers les zones du territoire où on a le plus besoin en fonction des heures de la journée, de la nuit. Donc, ce sont des systèmes de régulation et ce sont des systèmes de contrôle. Et ces systèmes de contrôle, ils ont été inventés il y a plus d'un siècle et ils sont extrêmement développés aujourd'hui. Et ils ont inspiré les gens qui étudient le mouvement humain, qui étudient la biologie en général, et notamment le mouvement humain. D'où l'idée de contrôle du mouvement, contrôle moteur, contrôle de la motricité. L'idée que le cerveau contrôle le geste. Voilà. Donc, c'est cette idée-là. C'est pour ça qu'on appelle ça donc, le contrôle moteur. Alors, cette discipline-là, elle a des ramifications théoriques très différentes. Vous avez vu avec Didier Delinière, théorie de l'information, théorie des programmes moteurs, théorie de l'auto-organisation, théorie de l'émergence, qui sont des théories vraiment très différentes les unes des autres et qui sont en compétition. Donc, il a dû un peu vous expliquer tout ça. Voilà. Donc, c'est un domaine où les connaissances ne sont pas définitives, elles sont toujours en train de se développer. Ce n'est pas une science qui a la maturité d'une science comme par exemple la mécanique depuis Galilée, Kepler, Copernic et Newton, qui a plusieurs siècles derrière lui,
derrière elle. Et donc, c'est une science qui est toujours en développement, avec quand même quelques résultats qui sont assez fondamentaux et solides, mais des résultats et des interprétations des théories qui sont encore en compétition et qui ne sont pas stabilisées dans une communauté de chercheurs. Ça le sera, hein, comme toute science, avec l'histoire, avec le temps, les connaissances se stabilisent. De temps en temps, elles sont remises en question par des théories plus efficaces. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. Alors, plusieurs disciplines contribuent au contrôle moteur. Par exemple, la biomécanique, que certains d'entre vous n'adorent pas. Par exemple, les neurosciences, dont vous avez un peu entendu parler, mais jusqu'à maintenant, dans votre parcours, vous n'avez pas trop vu en STAPS, en tout cas encore beaucoup de choses sur les neurosciences. Vous avez vu l'unité motrice, vous avez vu le motoneurone dans la moelle épinière. Corrigez-moi si je me trompe. Vous avez vu le motoneurone dans la moelle épinière et la plaque motrice? Jusque-là, tout va bien. Oui, on l'a vu. Oui. Bon, donc vous avez déjà une notion de un neurone, un nerf, un muscle, moelle épinière. Vous avez des notions minimales du système nerveux. Donc les neurosciences influencent le contrôle moteur. Une autre discipline influence le contrôle moteur, ou participe au contrôle moteur, si vous voulez, contribue. C'est la psychologie expérimentale, c'est-à-dire le domaine de la psychologie où on fait des expériences pour tester des hypothèses sur le modèle des sciences dites sciences expérimentales. La physiologie de l'exercice, ce qu'on appelle la physiologie de l'exercice, elle aussi contribue en partie au contrôle moteur. Par exemple, les filières énergétiques, la dégradation de substrats, de stock d'énergie sous des formes diverses, soit de ATP, soit de graisse, soit même de protéines, soit de sucres complexes, de grosses molécules. Donc, comment on oxyde et on dégrade ces substrats, ces réserves pour produire de l'énergie. Donc, et comment ces mécanismes répondent à différents types d'efforts et d'exercices. Voilà, ça aussi, ça contribue à la discipline du contrôle moteur. Voilà, donc c'est au carrefour de tout ça. Alors, le contrôle moteur, donc votre comportement moteur, le comportement moteur d'une autre personne. Quand on dit comportement moteur, c'est-à-dire c'est le mouvement que l'on peut observer. Hein, si vous regardez de l'extérieur quelqu'un, un bébé, un enfant, un adulte, une personne âgée, une personne en bonne santé, en mauvaise santé, qui boite, qui a mal au dos, qui utilise une canne, qui monte des escaliers, qui court, qui fait du sport, un athlète de très haut niveau, un athlète de moyen niveau. Tout ça, si vous l'observez de l'extérieur, ce à quoi vous avez accès, c'est à son comportement. C'est ce que vous voyez de l'extérieur, c'est son comportement. Voilà. Et ces comportements, ils sont déterminés, la façon dont la personne se comporte va être déterminée par tout un ensemble de causes. J'en ai listé quelques-unes pour vous donner des repères. Alors, je vois que ça s'agite dans la conversation, j'essaie de savoir. Une pause, oui, on fera une petite pause. Ouais, parce que 2 heures, c'est long. Alors, les différentes causes. Quand vous voulez faire un comportement, ce qui démarre, c'est une volonté, un ou des buts, ou alors vous réagissez à, ce qui n'est pas exactement la même chose, vous réagissez à un événement, éventuellement qui vous a surpris ou qui ne vous a pas surpris, en fonction du contexte. Donc là, je suis très, très général. C'est le point de départ. Donc vous allez produire une action, parce que vous voulez atteindre une finalité. Qu'est-ce que c'est une finalité? Ce sont des mots du langage courant. C'est atteindre un but. Vous allez exercer votre volonté ou vous allez réagir à quelque chose. Pour faire une performance, ou tout simplement pour survivre, ou tout simplement pour accomplir des actions de la vie quotidienne. Vous allez vous préparer un café, un chocolat, un œuf au plat, des pâtes, ce que vous voulez. Vous allez prendre le tram, faire du vélo, faire du sport. Enfin, voilà. Donc vous avez un but d'action pour accomplir un but quelconque. Alors pour faire ça, pour vous mettre en route et pour produire du mouvement, eh bien, il va falloir satisfaire des contraintes et vous n'avez pas le choix. Alors la première de cette famille de contraintes, ce sont des lois de la physique. Et si vous voulez bouger, vous allez forcément, votre corps, votre biologie, votre cerveau, votre physiologie, tout ça,
votre équipement génétique va se confronter à la gravité. La gravité, le fait que, pour reprendre une image, si vous tenez une pomme, elle va tomber et vous la lâchez, elle va tomber vers le sol, vers le centre de la Terre. Ben, quand vous bougez, vous êtes sans arrêt confronté à la gravité. Si vous ne luttez pas contre la gravité, vous tombez sur le sol. Et si vous laissez faire la gravité, vous allez vous retrouver allongé sur le sol. Donc le seul moment où naturellement on fait ça, c'est quand soit on se repose, soit pendant qu'on dort. Le reste du temps, on lutte, quand on bouge, on lutte entre guillemets, on doit s'adapter, on doit s'adapter à la gravité. C'est-à-dire on doit jouer avec la gravité, on doit utiliser la gravité. Quand je veux marcher vers l'avant, eh bien, je vais me laisser légèrement tomber vers l'avant et je vais faire des pas vers l'avant. Un nouveau-né qui commence à marcher, ben, il tombe vers l'avant, on le voit très clairement, et puis si ses parents ne le retiennent pas ou ne l'attrapent pas, il va tomber vers l'avant, il va faire quelques pas, et puis il va carrément tomber par terre, ce qui est une bonne chose, il va apprendre à tomber. Donc la gravité est là, et elle est toujours là. C'est un exemple de loi physique. L'inertie est toujours là. Alors l'inertie, c'est quoi? C'est la masse. Si je veux bouger mon bras, ou si je veux bouger ma jambe, ou si je veux juste bouger ma main, ou même si je veux bouger mon doigt, l'inertie du doigt est faible, mais elle est réelle. Si je veux bouger la tête vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, eh bien, il y a une inertie, c'est-à-dire il y a une masse. Une masse, c'est une quantité de matière. Et je dois vaincre cette inertie pour me mettre en mouvement. C'est la deuxième loi de Newton. Donc, par exemple, dans les lois physiques, il y a les lois de la mécanique. Et depuis le XVIIe siècle, on utilise une formulation qui est très très efficace, qui a été découverte par Isaac Newton. Donc les trois lois, essentiellement les trois lois de Newton. Principe d'inertie, force égale masse multipliée par accélération, action-réaction. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objectif du cours, mais ces lois sont là, elles sont importantes et le contrôle moteur ne peut pas échapper à ces lois. La biologie ne peut pas échapper à ces lois. La biologie est sans arrêt en train de trouver des solutions face aux lois de la physique. La biologie ne peut pas nier les lois de la physique. La biologie ne peut pas s'extraire des lois de la physique. Le seul moyen pour nous de nous extraire des lois de la physique, c'est de rêver ou de faire de la fiction ou de nous amuser dans de la réalité virtuelle ou d'utiliser des outils qui vont créer de nouvelles lois de la physique. Si on est dans une soufflerie et qui va nous permettre de flotter dans l'air, eh bien, on ne va plus être soumis uniquement à la loi de la gravité, mais il va y avoir un vent produit par un énorme ventilateur vers le haut qui va s'opposer à la gravité et on va éventuellement flotter. On n'a pas annulé la gravité, on a créé une deuxième force. Donc, et notre mouvement va être d'essayer de flotter dans ce courant d'air vertical. Donc, la biologie ne peut pas nier la physique. Il n'y a rien de magique. Voilà. La deuxième chose qui contribue énormément au contrôle moteur, c'est la structure de notre corps. Et alors là, ça fait appel à l'anatomie. Le fait qu'on ait des articulations et le fait qu'on ait des muscles. Voilà. Ça aussi, c'est à prendre en compte quand on réfléchit au contrôle moteur. On a beau dire, on a beau faire, notre corps est fait d'articulations et il y a des muscles attachés aux segments, ce qu'on appelle les segments, autour de ces articulations. Et ce sont ces muscles, en se raccourcissant, en devenant plus raides, en devenant plus souples, au contraire, qui vont modifier et créer du mouvement, qui vont faire qu'on a une posture rigide, on ne bouge plus, ou qu'on va avoir une posture souple, ou par une série d'activations musculaires qui vont créer un mouvement, comme moi, par exemple, là. Comme si je vous mettais une gifle du revers de la main. Vous voyez, paf, ça c'est la nouvelle expérience de la visio. Pop, voilà, une gifle dans ma webcam, revers de la main, et maintenant, hop, un coup droit, pof, face de la main. Ouais. Donc alors, pour faire ça, depuis mon épaule jusqu'à mon poignet, il faut activer des muscles qui vont faire bouger les segments corporels autour des articulations, autour de l'épaule, autour du coude, autour du poignet. Je ne vais pas être exhaustif dans mes discussions et ma présentation anatomique de cet exemple-là, mais bon, vous avez l'idée. L'autre élément qui est très important, c'est le système nerveux. Nous, on fait partie d'une espèce qui a un système nerveux et qui a un système nerveux développé, très développé.
le plus développé de toutes les espèces vivantes sur Terre, et de très très loin. On y reviendra. Donc ça aussi, c'est très important. On a un cerveau, pour le dire de façon un peu générale, un cerveau et une moelle épinière. On parle parfois de système nerveux central. On a un système nerveux qui est très développé. Alors, on a un système nerveux dit périphérique, c'est ce qu'on appelle les nerfs moteurs et les nerfs sensoriels, qui nous permettent d'activer les muscles et de sentir, d'avoir des sensations, donc de percevoir. Ça, c'est le système périphérique. Et puis, on a un système nerveux central dans la moelle épinière et dans notre encéphale, dans le crâne, qui permet d'avoir une mémoire, qui nous permet d'apprendre, qui nous permet d'imiter, qui nous permet d'inventer, qui nous permet de créer des nouvelles solutions. Et puis qui nous permet aussi de réfléchir, de penser, d'analyser, de percevoir, d'analyser le comportement des autres, de poser un diagnostic, comme je le disais au début, d'inventer des solutions d'intervention ou des solutions de mouvement pour nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est un autre aspect. C'est quoi la différence entre la gravité et la pesanteur? Ça, c'est une question. Il n'y en a pas. On va considérer pour nous qu'il n'y a pas de différence. Quand on dit la pesanteur, c'est qu'on pense d'objets pesants, on va dire des objets pesants, donc des objets qui pèsent, et donc des objets qui ont un poids. Tout ça, ce sont des cousins. Et un objet qui a un poids, c'est un objet qui subit une force, puisque le poids en mécanique est une force. D'accord ? Et cette force, elle est causée par le fait qu'il y a une gravité. Donc la gravité cause la force du poids. On dit la force du poids. Et cette force du poids, c'est la pesanteur. Donc gravité et pesanteur, c'est la même chose. Il ne faut pas confondre le poids et la masse. La masse, c'est en kilogrammes. La masse, c'est la quantité de matière. Pour être très explicite, la masse, c'est la quantité d'atomes. Puisque la matière, ce sont des atomes. Bien sûr, il y a des particules plus petites que les atomes. Dans un noyau d'atomes, vous avez des protons, des neutrons, autour vous avez des électrons, et dans les protons, vous avez des particules encore plus petites, etc. etc. Ça se décline pas à l'infini, la taille des particules, mais bon. Donc la matière, la masse, c'est la matière. L'inertie, la masse, c'est la matière. Le poids, c'est une force quand cette masse est dans un champ de gravité. La gravité, c'est la force qui s'exerce sur le poids. Pardon, excusez-moi. La gravité, c'est la force qui s'exerce sur une masse. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. La gravité, c'est un champ qui s'exerce, qui produit une force sur toutes les masses qui sont présentes dans ce champ. Ça s'appelle un champ en physique. Par exemple, la Terre exerce une force sur la Lune exerce une force sur la Terre, ça fait en sorte que les deux planètes ne se quittent pas pendant l'année et l'une tourne autour de l'autre, pendant que notre Terre tourne autour du Soleil. La Lune tourne autour. Voilà. Et donc, la gravité, c'est cette attraction mutuelle entre des masses. C'est un champ, c'est un concept de physique très sophistiqué, très très bien connu, et ça s'exerce à distance. C'est une force qui s'exerce à distance, c'est une force qui s'exerce à travers le vide. Il n'y a pas besoin ça passe à travers le vide, le champ de gravité. Depuis des expériences récentes et depuis les théories d'Einstein, on sait que le champ de gravité, c'est quelque chose qui se propage et qui se propage à la vitesse de la lumière, de la même manière que la lumière. Bon, ça, c'est pour les scientifiques parmi vous. Alors, j'ai une autre question. Nos structures anatomiques induisent une manière optimum de l'utiliser si notre contrôle moteur est en adéquation. Est-ce que que le contrôle moteur est déterminant dans l'efficacité d'un mouvement? Alors, ce sont des questions qui sont débattues. Est-ce que notre comportement et notre contrôle moteur est optimal ou n'est pas optimal? Les données les plus récentes indiquent que notre contrôle moteur n'amène pas des mouvements qui sont exactement optimaux. Mais ça demanderait tout ça demanderait un petit éclairage.
parce qu'il faut définir très précisément ce qu'on entend par optimal. Et il semblerait plutôt que nos mouvements soient presque optimaux. Alors, c'est peut-être, ça paraît une subtilité, mais ça correspond plutôt à la réalité. C'est-à-dire que nos mouvements sont suffisamment bons. Voilà. Mais ils ne sont pas exactement les meilleurs mouvements les plus efficaces possibles. Vous voyez? Ça, ce n'est pas vrai. Un enfant qui apprend à marcher, il trouve des solutions qui sont suffisamment bonnes pour exécuter les actions qu'il a envie d'exécuter et qui vont lui permettre d'être adapté pendant la journée avant d'aller à l'école, puis quand il va à l'école, à la maternelle, puis quand il va à l'école primaire, puis au collège, au lycée, etc. Les mouvements qu'il va faire sont suffisamment bons pour lui permettre d'être adapté. Et il va éventuellement les améliorer, ils vont être de plus en plus efficaces, mais ils ne vont pas être forcément les plus efficaces possibles. Vous voyez? Ils vont s'en rapprocher et ils ne vont pas forcément être les plus efficaces possibles, même pour un athlète, même pour un musicien, même pour le plus grand musicien, il y a des virtuoses extraordinaires, mais ce n'est pas exactement le mouvement le plus efficace. Vous voyez, on y est presque, mais on n'est pas exactement. Et voilà. Donc, par exemple, en anglais, j'ai des collègues qui ont travaillé sur ces questions-là. Et on tombe sur la notion de... ils disent good enough, suffisamment bon. Vous voyez, en français, on dirait suffisamment bon. Suffisamment efficace, suffisamment efficace. Suffisamment efficace. Quand vous commencez à apprendre un nouveau geste dans une activité sportive, au début, éventuellement, vous êtes très maladroit, vous l'apprenez, certains l'apprennent vite, d'autres moins vite. Et puis ensuite, quand vous voulez l'utiliser, si c'est par exemple un sport collectif, vous voulez l'utiliser en situation de match, vous n'allez l'utiliser que si votre réalisation est suffisamment à l'entraînement, vous donne l'assurance qu'en match, cette nouvelle technique, si vous l'utilisez, vous n'allez pas tout foirer. Donc, mais vous n'allez pas forcément commencer à l'utiliser quand vous allez avoir le sentiment qu'elle est parfaite. Vous allez l'utiliser, elle n'est pas forcément parfaite, mais elle est suffisamment bonne. Vous voyez? Donc, juste, monsieur, les messages, vous les avez envoyés à moi, pas à toute la classe. Ah d'accord, ok. Ok, alors comment je peux tout copier? Voilà. Merci. Et donc, comment pourrait-on faire pour que le mouvement soit optimal? Je n'en ai aucune idée. Alors, optimal, le problème, c'est que optimal, il faut avoir une définition claire. Et je ne vais pas, ce n'est pas le but de mon cours. Donc, le problème, c'est que optimal est utilisé. Je vais faire juste une petite parenthèse. Il faut trouver le sens exact de optimal. Et il faut retourner au sens exact de optimal. Et le sens exact de optimal, c'est le minimum d'une fonction. L'optimalité n'a de sens très précis que s'il est bien défini mathématiquement. C'est un concept qui vient de la physique et qui demande une définition très propre et très précise pour pouvoir être manipulé rigoureusement. Oui. Donc, par apprentissage intuitif, spontané, par essai-erreur, comme un animal, hein, vous voyez un chat qui court, un aigle qui vole, un épervier qui pique, hein, vous voyez, ils font des choses, un oiseau qui va attraper un poisson dans l'eau, un thon qui nage à des vitesses pas possibles dans la mer. Bon, mais voilà, tous ces animaux, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas eu un entraîneur. Ils ont imité les autres en les observant, ils ne réfléchissaient pas forcément du tout comme nous, mais ils ont trouvé des solutions qui sont très très efficaces, qui ne sont pas optimales au sens strict, qui ne sont pas parfaites, mais qui sont très bonnes. Vous voyez? Et ça se fait juste par la répétition.
comme a dit un des étudiants dans le chat, de façon intuitive. Oui, de façon intuitive. Mais après, on peut avoir un entraînement avec un entraîneur, un coach, on peut mettre des caméras, on peut mettre des mesures, on peut changer de coach tous les 2 ans, tous les 6 mois, avoir plusieurs coachs, les uns pour tel type de problème, d'autres pour tel autre type de problème, et faire en sorte, grâce à ça, qu'on s'améliore techniquement. Il y a beaucoup de sportifs qui font ça. Après, c'est plus ou moins développé en fonction des sports. Il y a des sports où on utilise des outils de mesure. Il y a des sports où on n'utilise pas l'outil de mesure et juste le savoir-faire et la bouteille et l'expérience de l'entraîneur. Bon, voilà. Un apprentissage et de prise de conscience. Prise de conscience, c'est absolument pas nécessaire. Prise de conscience, c'est pas tout nécessaire. C'est un problème en soi. Le problème de la prise de conscience, c'est un problème qui est compliqué. Mais ce n'est pas une nécessité. Mais là encore, ça demande... C'est pas une nécessité, voilà. Vous pouvez avoir conscience de certaines choses et pas conscience d'autres choses, et ça ne vous gêne pas forcément dans votre performance. Et certains individus vont arriver à prendre conscience de pas mal de choses, et ça va leur servir. Et d'autres individus vont être beaucoup plus intuitifs, et ne vont pas trop prendre conscience de ce qu'ils font, et ils vont être très efficaces. Et là, j'utilise le terme intuitif et le terme par opposition à conscience, un peu en utilisant le langage commun, mais c'est mal défini dans ce que j'ai dit. Ce ne sont pas des concepts scientifiques. D'accord ? Donc, il faut un tout petit peu attention. Il faudrait définir clairement ce qu'on entend par intuition, clairement ce qu'on entend par conscience et prise de conscience. Et ensuite, on pourrait réfléchir et travailler. Mais là, j'ai utilisé les termes un peu informels. Je pense que vous me comprenez. Des gens intuitifs et des gens qui sont plutôt sur la réflexion, la prise de recul, la prise de conscience. Et il y a des profils psychologiques, là c'est plutôt le problème des psychologues, il y a des profils, il y a des gens qui apprennent en prenant conscience et il y a des gens qui apprennent en étant intuitifs. Et vous avez un petit peu de tout, et puis c'est pas figé, il y a des gens qui étaient intuitifs, ils peuvent se mettre à prendre conscience de certaines choses dans leurs gestes et changer, et des gens qui étaient très corticaux, ils réfléchissaient tout le temps, et puis quelqu'un leur a dit un jour, essaie d'être un peu plus intuitif, tu vas voir, ne réfléchis pas, laisse aller, et puis ils changent un petit peu de leur façon d'apprendre, et ça peut marcher aussi. Ce n'est pas figé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs façons d'apprendre, ça c'est sûr. Ok, alors, peut-on admettre que rationaliser un mouvement permet d'améliorer notre efficacité ? Pas forcément. Pas forcément. Non. Non, Adrien. Il n'y a pas une démonstration, il n'y a pas une preuve dans la littérature univoque qui démontre cette affirmation. Et il faudrait savoir rationaliser un mouvement, il faudrait entendre un petit peu ce que ça veut dire. Une analyse technique avec des outils scientifiques, avec de la mesure. Il n'y a pas de preuve que c'est l'arme absolue pour progresser. On a toute raison de penser que c'est une bonne chose, mais il n'y a pas une preuve absolue. Oui. Il n'y a pas un argument scientifique, puisque moi je parle de science, c'est mon job. Donc, qui dit c'est la solution systématique. Il n'y a pas la preuve. On peut très fortement le penser, le croire, mais en tout cas, il n'y en a pas la preuve. Il n'y a pas la preuve du contraire aussi. Il n'y a pas la preuve que le savoir-faire empirique, intuitif d'un entraîneur, même qui a beaucoup d'expérience, est un savoir-faire efficace dans tous les cas. Ça non plus, on n'en a pas la preuve. Oui, on n'a pas étudié le savoir-faire et l'efficacité des entraîneurs et de manière à prouver que oui, un entraîneur est toujours efficace et quand il donne des conseils, ses conseils sont toujours les bons. On n'a pas la preuve de ça. Et j'espère que je vais un peu vite et j'espère que je me fais comprendre, mais on n'a pas la preuve de ça. Par exemple, un entraîneur qui voit passer un nageur ou un athlète qui va faire du saut à la perche et qui se prépare pour les Jeux Olympiques, et l'entraîneur qui dit « Oh, là, tu étais un peu en retard, là, tu étais un peu en avance, là, il faut que tu montes un peu ton épaule, tu montes un peu ton coude, l'attaque dans l'eau plutôt comme ci, plutôt comme ça. » Peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas, on ne sait pas. D'accord ? On n'en a pas la preuve, en tout cas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'observer à l'œil nu du mouvement, c'est très compliqué.
C'est très compliqué parce que ça va très vite. Ça, on le sait, puisque jusqu'au siècle dernier, on n'avait pas le cinéma, donc pas la vidéo. On n'avait pas les chronos, les kinogrammes, la chronophotographie, les premières images que je vous ai montrées là, sur la première diapo. On n'avait pas tout ça, on n'avait que l'œil nu et on avait une représentation intellectuelle, une vision du mouvement qui était très souvent fausse. Ça, on le sait. Les peintres qui observaient le mouvement et qui essayaient de le dessiner, ils se trompaient. Souvent, ils se trompaient, on le sait ça. Donc, sans les outils, on peut se tromper. Ça, on a de fortes chances de le penser. Voilà. Par exemple, on ne savait pas, avant l'avènement de la photo, si pendant le galop ou pendant le trot, il y avait un moment où le cheval avait les quatre sabots en l'air ou s'il y avait toujours un des 4 sabots sur le sol. À l'œil nu, personne ne le savait. Ça, c'était une idée très intéressante pour nous. Hein. C'est vraiment intéressant. Donc, vous avez entendu parler de cette histoire déjà? Non. Ça, c'est une histoire très intéressante. C'est une histoire sur le contrôle qui a un rapport avec le contrôle moteur et avec le mouvement en général et avec la filière STAPS. C'est une histoire très intéressante. Il y avait un industriel très riche en Californie qui s'appelait Stanford, qui a fondé l'université de Stanford, qui est une des plus grandes universités américaines. Et Stanford, il voulait savoir si, il était passionné de cheval, et il voulait savoir si, c'est une question qui préoccupait les passionnés de chevaux depuis très très longtemps. Hein. Et lui, il voulait trancher cette question, il voulait une réponse. Et la modernité, c'était l'industrialisation du monde occidental, 18e siècle, la révolution industrielle. Et on se dotait d'outils de plus en plus rationnels. Hein. On a inventé la machine à vapeur, le train, les avions n'étaient pas encore là, mais allaient arriver. Bon. Et donc, on voulait tout comprendre. Et lui, il a dit, bon, il faut trancher cette question. Est-ce que pendant le trot, il y a un moment où le cheval a les 4 pattes en l'air, ou alors, les 4, ou alors il a toujours uniquement 3 pattes en l'air, et il y en a une qui est toujours sur le sol. Si ce n'est pas l'une, c'est l'autre. Question ouverte. 19e siècle. Et il a fallu un photographe qui s'appelait Muybridge, Edward, non, je crois qu'il y a un, non, comme ça, Edward, comme ça, Edward, non, peut-être que je fais une erreur d'orthographe, Muybridge, ah oui, mais je vais l'envoyer à Adrien, je vais l'envoyer à tout le monde, attention. Monsieur, juste là, ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure, c'est des exemples que vous nous donnez en plus. Tout ça, ça ne fait pas partie du cours. Là, on n'est pas obligé de le noter. Notez tout. Notez tout, prenez des petites notes, mais essayez de suivre au maximum. D'accord. Okay. Mais les histoires d'optimalité, non. Hein, c'est parce que vous m'avez posé la question. Et puis bon. Donc, mais l'exemple sur le galop, la chronophotographie. C'est un exemple qui est important. Chronophotographie, je ne crois pas avoir fait d'erreur d'orthographe de faute. Donc, il y avait quelqu'un qui s'appelait Stanford qui voulait savoir s'il y avait une des pattes, toujours sur le sol. Pendant le trot. C'était pour un cheval, je répète. Ça aurait pu être pour un chat ou autre chose, mais c'était pour un cheval. Question. Point d'interrogation. Question. C'est l'heure de la pause dans 30 secondes, d'accord ? 19e siècle, personne ne sait ça. Pourtant, des experts en chevaux, il y en a beaucoup. Le cheval a accompagné l'homme pendant des millénaires, des milliers et des milliers d'années. Au 19e siècle, ça faisait des milliers d'années que l'homme utilisait le cheval. L'élever, le sélectionner pour faire des chevaux plus forts, plus solides, l'entraîner, le domestiquer, l'utiliser dans sa vie et pour sa survie, depuis des millénaires. Vous voyez ?
et ensuite pour faire la guerre, etc., etc. Donc le cheval avait un rôle capital, a eu un rôle capital dans le développement de l'espèce humaine dans son ensemble. Donc des chevaux, on les a observés. Il y avait des vétérinaires pour les chevaux, etc., etc. Bilan des courses, on ne savait pas comment fonctionnait le trot à l'œil nu. Toujours pas, après des millénaires d'observation. Ça nous apprend quelque chose sur la nature du problème qui est posé à quelqu'un qui veut regarder du mouvement et qui veut analyser visuellement, uniquement visuellement du mouvement. L'exemple du trot du cheval, pour ça, d'après moi, est caractéristique. C'est une preuve extrêmement intéressante et historique, très solide, que c'est difficile d'analyser visuellement du mouvement. La réponse, on l'a eue uniquement grâce à une chronophotographie, c'est-à-dire une décomposition avec une série temporelle de photos, de clichés les uns derrière les autres, qui a montré qu'à un moment pendant le trot, les 4 pattes sont en l'air. D'accord? Avant ça, on ne le savait pas. Donc c'est un indice très intéressant. Et on fait une petite pause de 5 minutes, ok? 10 minutes. On reprend à 16h13. Ok, juste monsieur, pour le Oui. dernier point de cette diapo, vous avez dit quoi par rapport à perception et mouvement? Rien. Rien encore? Ok, Non. c'est bon. Je n'ai rien dit sur connexion cerveau-monde. Ouais, on n'en est qu'un système nerveux. Exact. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Monsieur, excusez-moi, c'est quoi que vous venez de nous mettre dans le chat? C'est un lien. C'est un lien, j'ai juste tapé sur Internet pour vous trouver un lien vers l'histoire. Alors, c'est en anglais, pour ceux qui aiment l'anglais. Sinon, vous pourrez chercher en français aussi. Vers l'histoire de la description du trot. Alors, est-ce que je l'ai en... Je l'ai peut-être en français.
Ah oui, je l'ai en français, c'est très bien. Voilà. Génial, vous l'avez en français aussi.
C'est plus jusqu'à quelle heure j'avais dit la pause. Jusqu'à maintenant. Hein. Oui, c'est ça, 13 normalement. Ok, donc on va reprendre. J'ai pas eu le temps d'en prendre, moi. Il faut que je fasse des mails. Alors, on reprend. Donc, je vous ai mis des liens pour celles et ceux qui étaient intéressés par cette histoire de Muybridge. Donc, je vais reprendre le cours. Ok. Alors, donc parmi les contraintes qui pèsent sur le contrôle moteur, c'est-à-dire les éléments que le contrôle moteur en action, quand il se déroule, ne peut pas contourner, les éléments qui ont une action causale sur le contrôle moteur. Donc, je m'étais arrêté au système nerveux, je vais y revenir. Il y a le fait aussi que ce cerveau, ce système nerveux, est en contact avec le monde. Alors ça, c'est une terminologie que je vais utiliser, il ne faut pas être choqué, mais j'utilise des mots assez généraux. Donc, notre cerveau, il est en contact avec l'environnement, avec le monde, il n'est pas isolé. Et comment il rentre en contact avec le monde? Eh bien, au moyen du corps qui est en mouvement. Vous voyez, quand moi, je suis en train de bouger comme ça, je n'ai pas forcément conscience de tout ce qui se passe, mais en bougeant mon bras, parce que j'ai des récepteurs sensoriels dans les muscles et dans la peau, eh bien, ces informations que ces récepteurs sensoriels captent pendant le mouvement, eh bien, ils remontent dans mon système nerveux par la moelle épinière, remontent dans mon cerveau, et donc mon cerveau est en contact avec l'interaction entre mon bras et le monde physique. Vous voyez, si je fais ça, hein, si je laisse pendre mon bras comme ça et que ça rebondit, de façon un peu passive, il y a un mouvement élastique. Et ma main elle fait quelques petits rebonds. Et bon, mon cerveau, ça, il reçoit de l'information à propos de ces petits rebonds. Alors, si en plus je le regarde, je prends en plus de l'information visuelle sur ce qui est en train de se passer. Et tout ça, ça rentre dans mon cerveau. Donc, je bouge, je crée de l'information, je crée des sensations, je crée de la perception, et mon cerveau reçoit ça. D'accord? Donc, si je vais taper sur le mur, si je vais taper sur la table, alors vous allez l'entendre, je ne sais pas où est-ce que j'ai le micro là. Je tape, il y a un contact physique, il y a de la mécanique, ça fait du bruit, ça fait un choc au niveau de mes doigts. Mon cerveau a accès à ça. D'accord? Donc, mon cerveau est en contact avec le monde et l'intermédiaire, c'est notamment le corps en mouvement. Le fait que le corps soit en mouvement. D'accord? Donc, il y a un aller-retour entre le cerveau qui met en route les muscles et donc qui fait bouger le corps. Ce corps interagit, fait l'expérience d'un monde physique avec des solides, avec de la gravité, avec de l'eau, avec des fluides, avec d'autres choses. Et en même temps, mon corps est doté de systèmes de perception et donc mon cerveau reçoit cette perception. D'accord? Et tout ça de façon plus ou moins simultanée. Ce n'est pas exactement simultané, il y a des petits délais, mais c'est presque simultané. Voilà, donc j'y reviendrai un petit peu. Donc ça, cette connexion cerveau-monde par le biais du mouvement, du corps, pose le problème de la perception et du mouvement. Donc je pense que Ludovic Marin en a pas mal parlé, Didier Linière peut-être un petit peu moins ou pas de cette manière-là. Mais donc, le contrôle moteur pose des problèmes de perception et de régulation de production de mouvement de façon concomitante. Voilà. Donc là, j'ai essayé de vous lister les grands éléments. Vous voyez, de partir de l'image la plus large, la plus générale possible. Quand vous avez fait le TD de Fitts, on est parti dans le TD de Fitts de quelque chose de très pointu et très particulier, qui a beaucoup d'applications. Mais on est tout de suite rentré dans des histoires de détails, de largeur de cible, de chronomètre, de graphique, etc. Ici, là, sur cette première diapo, je me suis dit, bon, j'arrive, je suis le 3e prof de l'année, il y a eu Ludovic, il y a eu Didier et il y a moi, je vais essayer de mettre un cadre un peu plus général pour commencer, voilà, pour vous donner des repères. Voilà, donc ça, ce sont les éléments généraux. J'ai une question dans la conversation. Coordination des mouvements. C'est quoi le titre de cette partie du contrôle moteur? Coordination des mouvements, oui. Si vous voulez. Alors,
On enchaîne. Alors ça, c'est une petite illustration de quelques éléments dont je vous ai parlé. J'ai essayé de vous mettre des images pour vous faciliter la mémorisation. On a un squelette, vous le voyez en haut, donc c'est l'anatomie. On ne peut pas échapper à notre squelette. On n'a pas le corps d'un poulpe qui est capable de faire des mouvements incroyables. Vous allez me dire, heureusement peut-être, pour draguer, avoir le corps d'un poulpe, ce ne serait pas terrible. Sauf draguer les autres poulpes. Mais donc on a un squelette rigide avec des articulations. On a des organes sensoriels, un système vestibulaire dans l'oreille interne, les mouvements des yeux qui sont extrêmement importants, la vision. On a des récepteurs dans les tendons et dans les muscles, ce ne sont pas les mêmes, mais on en a dans le cou notamment, mais on en a dans tous les muscles. On en a dans le pied aussi. On a des récepteurs cutanés, les récepteurs du toucher, des récepteurs de la pression. Quand on met le pied par terre, on sent une bosse, c'est des récepteurs du toucher, des récepteurs tactiles. On a des mouvements qui peuvent, vous voyez cette image du bras ici, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est représenté là, mais vous voyez qu'il y a des propriétés géométriques spécifiques. L1, L2, c'est la longueur entre l'articulation de l'épaule et l'articulation du coude, la distance. Entre le coude et le poignet, vous avez L2, vous avez une autre distance, donc il y a des gens qui ont des bras courts, des bras petits. Et autour de l'épaule, autour du coude et autour du poignet, ici, vous avez des petites croix et vous avez des axes qui sont tracés autour de ces petites croix et qui indiquent des rotations. Vous voyez comme une flèche qui fait un tour sur elle-même autour d'un axe, ici autour de l'axe X, autour de l'axe Y, autour de l'axe Z, par exemple au niveau de l'épaule, ça veut dire qu'il y a des rotations. Donc ça aussi, c'est en quelque sorte une contrainte liée à la structure de notre corps. Notre corps bouge avec des rotations. Au niveau articulaire, il s'agit de rotation. Donc, il s'agit d'angles, des angles que l'on peut quantifier en degrés, par exemple, ou de façon un peu plus savante et nécessaire pour certaines fonctions et des applications mathématiques, en radians. Alors, vous voyez qu'on a donc on a un corps qui se divise, qu'on peut diviser en plusieurs éléments. Vous voyez ici une représentation un peu savante de notre corps. Là, vous avez la partie gauche représentée avec le vocabulaire de l'anatomie, et la partie droite avec une représentation un peu plus abstraite, telle que l'utiliseraient des roboticiens, par exemple. Donc, vous voyez articulation 1, articulation 2. Alors, c'est noté avec J, parce qu'en anglais, c'est joint, le terme pour articulation. Avec des représentations sous forme de cylindre, qui veut dire que je peux tourner autour du cylindre s'il est orienté comme ça, comme ceci, sur un autre axe. C'est un détail, c'est juste pour vous montrer que je peux décomposer mon corps en essayant de faire une sorte de modèle un peu sophistiqué. C'est juste une idée comme ça. La représentation de la main ici nous montre des différents plans, qui sont les plans anatomiques, nous montre aussi le mouvement du pouce à l'intérieur de ce système spatial, de repère spatial. Vous voyez le pouce ici, et il y a un arc de cercle ici qui nous montre que le pouce, vous voyez, le pouce, il peut avoir une trajectoire circulaire, il peut faire un tour. Donc, vous avez un problème de définition d'espace qui est assez sophistiqué pour le contrôle moteur, puisque le mouvement de notre corps peut se déplacer, le mouvement de nos simples doigts peut s'établir en 3 dimensions. Je peux être sur un axe, sur gauche-droite, haut-bas ou avant-arrière. Donc, c'est en 3 dimensions. Donc, on voit là, avec cette image, qu'il y a un enjeu autour de la compréhension de l'espace. Sur la droite, ici, je vous ai présenté quelque chose qui est important en contrôle moteur. Il n'y a pas que le bras, il n'y a pas que la main, il n'y a pas que l'œil, il n'y a pas que le pied, il n'y a pas que la tête qui bouge autour du cou. Il y a aussi la posture, c'est la position de l'ensemble du corps qui nous permet, dont l'enjeu est de ne pas tomber. L'enjeu numéro 1, c'est de jouer avec la gravité et de ne pas tomber, de garder son équilibre. Donc, ici est marqué le centre de gravité, en abrégé CG. Vous connaissez peut-être le polygone de sustentation, la surface des pieds au sol. Et on va, quelque part, essayer de rester dans un espace qui va nous permettre d'éviter la chute et de rester en quelque sorte au-dessus de nos pieds. Donc ça, c'est un autre aspect. Alors, très largement, moi j'ai mis l'accent sur certains éléments. J'ai mis l'accent sur les lois physiques du monde qui nous entoure et dont on ne peut s'extraire, on ne peut pas s'échapper.
On ne peut pas les éviter quand on produit du mouvement. Et donc, j'ai déjà parlé des lois de la mécanique, la gravité, des lois de Newton, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas en fonction du bac que vous avez fait, qui vous ont fait suer pour la biomécanique, que vous allez en partie voir décrit dans le chapitre de Feynman, qui est sur le Moodle, mais en partie seulement, pas toutes les lois de Newton, que je vous encourage de parcourir et d'essayer de comprendre un petit peu. Ça, c'est les lois de la mécanique. Mais il y a aussi des lois qui sont intéressantes en physique et auxquelles le corps humain ne peut pas s'échapper, mais qui se situent à une échelle beaucoup plus petite. Je vais le présenter comme ça. C'est en partie vrai, en partie faux. Ce n'est pas tout à fait rigoureusement exact. Mais il y a des lois qui s'appliquent à des échelles plus petites. Et c'est notamment des lois qui s'appliquent à l'échelle de la cellule. Vous voyez, quelque chose de quand même très très petit à l'échelle de la cellule. Et par exemple, une cellule qui intéresse le contrôle du mouvement, le contrôle moteur, c'est les cellules du cerveau, les cellules qui sont dans la moelle épinière, les cellules principales, les plus intéressantes, même pas les seules, qui sont les neurones. Et dans ces neurones, il y a quelque chose, je vais en reparler, qui est important, c'est une loi microscopique qui est la loi du mouvement brownien, qui est écrite ici, le mouvement brownien, ou encore qu'on appelle une loi de diffusion, sur laquelle je vais revenir, et qui s'applique à des échelles très très petites, donc j'ai appelé ça microscopique, et par exemple à l'échelle des ions Na+, K+, potassium, calcium, chlorure, etc., qui sont des atomes qui sont chargés en électricité de façon positive ou négative et dont le rôle est très très important pour faire fonctionner les neurones et pour générer de l'influx nerveux, ce qu'on appelle le potentiel d'action. Cet influx nerveux, il y a des ions, donc des particules, des atomes chargés qui vont rentrer et sortir du neurone à travers la membrane de la cellule du neurone. Et c'est ça qui va faire en sorte, je ne vais pas vous le réexpliquer ou vous l'expliquer, qu'un neurone va déclencher un potentiel d'action, c'est-à-dire un influx nerveux. Et à cette échelle-là, toute petite, il y a des lois intéressantes dont je vais parler et qui ont un rôle à jouer dans le contrôle moteur. Un rôle important à jouer dans le contrôle moteur. Alors, là, je vais aborder un élément. Je vais aborder un élément et je vais faire écho un petit peu à... attendez, je réponds à un mail. Mince. Ok. Ok. Alors, d'accord. Donc là, je vais faire écho à l'ouvrage d'Alain Berthoz et ce qu'il a appelé la simplexité. Donc, je veux dire simplicité et complexité. Je vais aborder une partie du cours qui parle de ça, en ces termes. Donc, qu'est-ce que vous avez vu lors du... Et je vais m'appuyer pour ça sur le TD que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez vu sur le TD1? Vous avez vu l'expérience de Fitts en 1954. Vous avez reproduit une version simplifiée, dégradée de l'expérience de Fitts, du pointage réciproque. Et vous avez redécouvert, d'un point de vue pratique, la loi de Fitts. La loi de Fitts, alors je ne l'ai pas réécrite, la loi de Fitts, c'est une relation entre le temps de mouvement pour aller d'une cible vers une autre cible et la difficulté du pointage. Et la difficulté du pointage était essentiellement une fonction de la largeur de la cible. Et de combien de fois je peux diviser l'espace entre le point de départ et le point d'arrivée de mon mouvement par cette largeur de cible. Et je prends le logarithme en base 2 de la division de la distance, enfin 2 fois la distance entre les deux cibles divisée par la largeur de la cible, et ça me donne mon index de difficulté. On se rend compte qu'il y a une relation linéaire, une droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une loi qui est très simple. La loi mathématique est très simple. Elle s'écrit comme une droite. Et d'un point de vue géométrique, il n'y a rien de plus simple qu'une droite. C'est la fonction mathématique la plus simple.
La loi de Fichte, c'est le TD1. Donc, moi, je vous renvoie vers le TD1. Le TD1 a été fait. Le TD1 a été fait en cours, en distanciel ou en présentiel. Il y a des documents sur le Moodle qui le décrivent. C'est une loi, donc ça a été abordé en TD. Je m'appuie sur le TD. Maintenant, si vous n'avez pas été en TD ou n'avez pas fait le TD, eh bien, effectivement, le cours magistral sera plus difficile pour vous. Je la réécris ici brièvement. La loi de Fichte vous donne le temps de mouvement pour aller pointer d'une cible vers une autre cible comme une fonction d'un index de difficulté. Et cette fonction que j'écris ici, Tm, temps de mouvement, est égal à A, qui est un nombre, multiplié par l'index de difficulté plus B, qui est un autre nombre, c'est la même équation qu'une droite du type Y égale A, multiplié par X plus B. Ça, c'est l'équation d'une droite, tout simplement. Donc, c'est très simple. Même si vous n'êtes pas matheux, ça vous paraît un peu difficile, vous pouvez être d'accord avec moi que ce n'est pas une relation mathématique qui paraît très compliquée, c'est une ligne droite. Et alors l'index de difficulté, là je vous renvoie vers le TD, index de difficulté, c'est le logarithme en base 2, alors on le note comme ça, le log 2, de 2 fois la distance entre les cibles, qu'on avait noté D, puisqu'il y a 2 cibles, c'est le pointage réciproque, cible à gauche et cible à droite, 2 fois la distance entre les cibles divisée par la largeur des cibles, c'est-à-dire la tolérance d'erreur, l'erreur permise. Voilà, ça c'est l'index de difficulté, et ça a été trouvé par Paul Fitts. Il a compris comment on pouvait quantifier la difficulté de pointage, et voilà. C'est une fonction affine. Ouais. Donc, ici, on a une relation très simple qui nous dit quel va être le temps de mouvement pour un individu donné. Paul, Jacques, Michel, Aurélien, etc. Cette relation nous donne le temps de mouvement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous donnez l'index de difficulté, vous le mettez dans votre équation, et votre équation, elle vous donne le temps de mouvement. OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre équation, avec juste le paramètre A, qui est la pente de la droite, et le paramètre B, qui est la valeur à laquelle la droite intercepte l'axe vertical, l'axe des ordonnées, avec juste ces 2 nombres, vous pouvez prédire le temps que va mettre votre cerveau pour faire le chemin, pour faire le contrôle moteur qui permet de faire la trajectoire entre une cible et l'autre cible. Ça correspond au fonctionnement de millions de neurones. Des millions de neurones. Donc, on a d'un côté un tissu biologique très, 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 très compliqué, des millions de neurones, mais on a de l'autre une loi du contrôle moteur qui a été découverte, qui est très simple et qui décrit très bien ce qui est en train de se passer et qui permet même de prédire combien de temps va mettre le cerveau pour faire le pointage, pour un individu donné. Si on a commencé à étudier cet individu, on a trouvé les paramètres A et B de l'équation, on met un nouvel index de difficulté et on peut prédire théoriquement le temps de mouvement que va mettre cette personne. On va faire quelques petites erreurs, mais on va faire des erreurs qui sont finalement assez faibles. Voilà. Donc on a d'un côté la complexité des mécanismes biologiques et de l'autre, on peut arriver à trouver des lois du contrôle moteur qui sont très simples. Donc simplicité et complexité. Je vais continuer un petit peu dans cette direction. On découvre des lois. Alors lesquelles et pourquoi faire? On découvre des lois, par exemple la loi de Fichte, c'est une loi qui permet de comprendre toute une catégorie de problèmes, d'actions, de tâches, que j'ai résumé comme atteindre une cible. Je regarde la cible, je regarde ma main, j'ai mon bras, j'ai mes contraintes mécaniques, anatomiques, j'ai un système nerveux, j'ai un cerveau, et je vais contrôler la trajectoire de ma main vers la cible et je veux attraper par exemple cette tasse. Et ça, ce que j'ai mis dans le triangle un peu rose ici, c'est tout ce qui est dans mon champ visuel. Donc, quand je veux atteindre une cible, il faut que je contrôle mon bras, il faut que je contrôle mon buste, il faut que je contrôle ma tête, il faut que je contrôle mes yeux aussi, le mouvement de mes yeux,
il faut que je produise, je génère la trajectoire de ma main vers l'objet, vers la cible. Donc, il faut que j'ai une vision qui me donne des informations spatiales. Est-ce que je vais vers la cible ou j'en dévie? Est-ce que je suis loin? Est-ce que je suis près? Donc, la vision me donne de l'information sur l'espace. Et mon cerveau, ici, qu'est-ce qu'il fait, mon cerveau? Eh bien, il contrôle la motricité, toute l'activité musculaire, et il contrôle aussi tout le côté perception en temps réel, milliseconde après milliseconde, notamment la vision. Il me dit, est-ce que je suis... non, continue, bouge encore, tu te rapproches. Stop, maintenant, arrête-toi, ralentis, ouvre les doigts, ferme les doigts. Donc, le cerveau contrôle la motricité et la vision de façon totalement intégrée et simultanée. Voilà, la loi de Fitts, elle est liée à ce problème-là, et qui est un problème très, très général qu'on rencontre dans de nombreux cas. Alors, quand on fait ça, je vous ai fait un petit schéma ici. Vous avez donc la vision, vous avez votre bras, que j'ai schématisé de façon un peu moche ici. Ça, c'est le buste de la personne. Admettons que la personne est assise. Et puis, on génère une trajectoire vers l'objet. Et pendant qu'on génère cette trajectoire, pendant que les muscles sont activés et le bras s'étend vers la tasse, eh bien, on a des retours sensoriels. On produit de l'information, on produit de la sensation, on produit de la perception, notamment de la proprioception. On appelle parfois ça des feedbacks sensoriels. Feedback, ça veut dire de l'information en retour, information en retour, notamment sur la position et la vitesse des différentes parties de notre bras, et notamment de notre main. Et on a aussi la vision qui nous donne cette information. Voilà, donc on a un problème de perception et un problème de mouvement qui vont de pair. C'était le dernier élément de ma deuxième diapo. Enfin, ma première diapo du cours, proprement dit. Tout ça étant au service d'un but. Je veux boire une tasse de café, je veux boire une tasse de thé. Donc j'ai un but et il va se passer tous ces mécanismes-là. Oui, le diaporama sera sur Moodle. Je vais le déposer sur le Moodle. C'est une question de Léa ici. Voilà, alors pour ce problème-là, la tâche de Fitts, ça impose une coordination entre l'œil, entre la main, qui va aller dans le monde. La question ici, le monde, c'est l'objet. L'objet à saisir, la tasse. Alors comment on arrive à réaliser ce type de geste et ce type de contrôle moteur? Eh bien parce qu'on a un certain bagage génétique qui va faire qu'on va avoir un bras qui va avoir cette structure-là, qu'on va avoir des muscles qui ont cette structure-là, qu'on va avoir ce type de cerveau. Et puis grâce à des apprentissages, on va observer des adultes ou d'autres enfants autour de nous qui attrapent des objets. Et ensuite, grâce à cette imitation des autres, quand on est enfant, grâce à un mécanisme d'apprentissage basé sur l'essai et l'erreur, on va se tromper, on va louper l'objet, petit à petit on va l'attraper, on va reproduire. Eh bien, on va construire une coordination entre ces différents éléments, la vision, l'œil, le mouvement de la main avec le bras, la coordination du buste, il faut se tenir droit, il faut tenir la tête en équilibre, droite. Eh bien, on va construire cette coordination par apprentissage. Voilà. Donc, la loi de Fitts, elle décrit tout ça. Alors, c'est une loi simple. C'est une loi simple. Et on va replonger maintenant, le balancier va partir de l'autre côté. Je vais renvoyer le balancier de l'autre côté et je vais repartir du côté complexité. Donc, on a une loi simple et je vous ai dit, de l'autre côté, on a beaucoup de neurones qui sont actifs quand on fait la tâche de Fitts ou quand on va attraper un objet. Donc, le comportement, lui, le temps de mouvement, on a une équation simple qui décrit le comportement. Et elle est universelle, elle marche pour tous les individus, il suffit de trouver les paramètres A et B qui changent d'un individu à l'autre, mais la structure de la loi de Fitts, elle ne change pas. Pourtant, quand on regarde les mécanismes biologiques, aux échelles cellulaires, pas à l'échelle du comportement, mais à des échelles plus petites, au niveau des cellules, ces processus, ils sont composés de plein d'éléments, ils sont très riches. Et c'est ce que souvent on désigne sous le terme de complexe, notamment, pas seulement, mais notamment. Et au premier rang de ces systèmes qui sont très compliqués ou complexes, il y a le système nerveux. Alors, pour illustrer ça, je vais vous parler du cerveau humain et de quelque chose qu'on appelle le connectome. Alors, le connectome, on a repris le même type de construction, de logique de construction de mots que quand on a parlé du génome.
Hein, vous savez que quand on a parlé du génome, on a parlé du bagage génétique de l'être humain, son ADN. Et là, on a parlé de connectome. Alors, le génome, c'est faire la liste de tous les gènes du corps humain. Et le connectome, c'était essayer de faire la liste. Hein, l'entreprise, c'est essayer de faire la liste de toutes les connexions entre les neurones dans un cerveau humain. Hein, donc, la connectique. Hein, connectique. Et homme, comme dans génome. Donc, le connectome. Alors, on a commencé, là, je vous ai mis une petite illustration et ensuite, je vais montrer sur l'humain. On a commencé à faire ça et essayer de faire ça sur des animaux ou des insectes. D'apparence très simple. Alors, par exemple, la mouche à fruits. Vous savez, cette petite mouche, quand vos fruits sont restés un peu trop longtemps à l'extérieur, il y a des espèces de moucherons qui volent autour, et c'est ce qu'on appelle des mouches à fruits, et qui est étudié énormément en biologie, en neurosciences. Et donc, on a pris cette mouche à fruits, et on a décomposé son cerveau, hein, qui est tout petit, avec des techniques d'imagerie cérébrale bien plus puissantes que le scanner que vous avez déjà peut-être vu, ou l'IRM que vous avez déjà peut-être vu, et on a fait une image en 3D de son cerveau, et on a compté, on a réussi à tracer, pour ce petit cerveau, les 20 millions de synapses, 20 millions de synapses qui connectent en moyenne 25 000 neurones de son cerveau. Et là, on a ici, je vous ai mis une image, une représentation graphique du résultat. Donc, c'est des images qui sont en 3D, hein, on peut les faire retourner. Et il y a énormément de recherches depuis une vingtaine d'années sur ce sujet-là. Donc là, c'est des scientifiques américains de chez Google et d'un campus universitaire qui travaillent pour faire cette cartographie. Vous voyez, c'est la cartographie la plus grande et avec la meilleure résolution d'un animal vivant, d'un être vivant qui peut bouger, qui peut avoir des activités un petit peu sophistiquées. Donc vous voyez, 25 000 neurones, 20 millions de synapses. Oui, les 20 millions de neurones de synapses ont été comptés, ne vous inquiétez pas. Et puis, ils ont été comptés par des outils informatiques et automatiques. Hein. Il y a une technologie qui est très importante. Vous savez qu'on a compté le nombre d'étoiles dans la galaxie, dans notre galaxie, et le nombre de galaxies dans l'ensemble de l'univers. Hein. 20 millions, c'est... Il y a une centaine de milliards d'étoiles dans notre galaxie et il y a une centaine de milliards de galaxies dans l'univers. Vous voyez ? Donc les scientifiques sont suffisamment fous pour se coller à des équipes de 50, 100 chercheurs et compter les étoiles dans le ciel. Vous voyez ? Donc ça, c'est des choses qui se font, des choses qui peuvent se faire. Oui, on va finir un peu avant parce que vous avez c'est un concept. Non, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. Ouais. Et donc, on finira un peu avant parce que vous avez peut-être cours ailleurs. Ok, alors maintenant, si on essaie de le faire sur le corps humain, alors là, je vous ai mis des images de travaux un peu similaires, mais sur le corps humain. Alors, sur le corps humain, on est beaucoup moins exhaustif. Donc là, il y avait la mouche à fruits, il y a 25 000 neurones, mais le corps humain, il y a en moyenne, chez un adulte, 100 milliards de neurones dans l'encéphale, sans compter la moelle épinière, juste dans l'encéphale, dans ce que vulgairement on appelle le cerveau. 100 milliards de neurones en moyenne. Et vous avez en moyenne 10 000 connexions, donc synapses, par neurone. 10 000. Donc il existe des millions de milliards de réseaux de neurones dans le cerveau. Des millions de milliards. Alors ici, en couleur, on a représenté, en utilisant des couleurs pour faire un peu des contrastes, on a représenté cette connectique, ce connectome pour le cerveau humain, mais en étant grossier, on n'est pas capable aujourd'hui techniquement de faire une cartographie complète comme on l'a fait pour la mouche à fruits. Il n'y a rien de plus compliqué aujourd'hui techniquement qui a été réalisé que le cerveau de la mouche à fruits, 25 000 neurones. Aujourd'hui, on n'a pas été capable de faire mieux que ça. On n'a pas fait un chat, on n'a pas fait un oiseau, on n'a pas fait une souris, on n'a pas fait un chien, non, on n'a pas fait un singe et on n'a pas fait un homme. Ce qu'on est capable de faire sur l'homme, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas les 100 milliards de neurones et les millions de milliards de connexions entre les neurones. Mais on est capable d'en identifier des centaines de milliers avec la technologie d'aujourd'hui quand même. Et il y en a, vous voyez ici, qui sont représentés sur cette image. Donc ça, c'est la complexité de notre cerveau. Alors je vais aller un peu plus loin.
Hein, je vais aller un peu plus loin. Oui, ce sont des estimations, mais ce sont des estimations, de bonnes estimations, dont on connaît l'erreur. Hein, Aurélien, on connaît l'erreur de ces estimations, on connaît l'intervalle de confiance autour de ces estimations. Il y a des méthodes pour faire ça. On va faire de l'anatomie post-mortem, on va prendre quelques millimètres cubes de tissu, on va faire le comptage anatomique précis à la main, au microscope si vous voulez, et ensuite on va extrapoler et on va comparer les différentes méthodes. Il y a toujours une erreur, mais on maîtrise cette erreur. Alors, pour vous donner une idée encore plus vertigineuse de la complexité du cerveau. Donc, vous voyez 100 milliards de neurones, en moyenne 10 000 connexions par neurone vers d'autres neurones. La question qui se pose, c'est combien de réseaux de neurones peuvent être constitués dans ce cerveau? Qu'est-ce que ça veut dire? Un réseau de neurones, c'est une équipe de neurones. Comme une équipe de sport, comme une équipe de foot, une équipe de rugby, de handball, de basket, de ce que vous voulez. Et les neurones travaillent en équipe, ils ne travaillent pas tout seuls, ils travaillent en équipe. Donc, ils se connectent par des synapses et ils forment des équipes. La question, c'est dans un cerveau humain, est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près, assez rigoureuse du nombre d'équipes possibles? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut compter combien on a de réseaux, combien d'équipes possibles. Alors, imaginez un cas extrêmement simple, j'ai juste 3 neurones. Alors, avec 3 neurones, combien je peux faire de réseaux? Alors, je peux faire le réseau AB, je peux faire le réseau AC, je peux faire le réseau CB, et puis je peux faire un réseau avec les 3 ABC. Ça me fait combien de réseaux? 4 réseaux. J'ai 3 neurones, et là, j'ai 4 réseaux. C'est un exemple de réponse à la question combien de réseaux? Je peux faire un réseau un peu plus compliqué avec un 4e neurone, et puis je me rends compte que ce n'est pas les mêmes réseaux, donc je vais compter des réseaux en plus, etc. Et on a fait ce calcul, des mathématiciens et des informaticiens ont fait ce calcul, et ils ont trouvé que le nombre moyen de réseaux dans un cerveau humain, c'était 10 suivi de 1 million de zéros. 10 suivi de 1 million de zéros. Alors bon, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais maintenant, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Les physiciens, les astronomes, ont une estimation assez précise du nombre de particules qui composent l'univers connu. Je vais définir un peu de quoi il s'agit. Eh bien, ce nombre de particules, c'est un nombre qui est très très grand, et qui est 10 suivi de 79 zéros. Qu'est-ce que c'est qu'une particule? Considérez par exemple le nombre d'atomes, pour faire simple. L'univers connu, c'est les 100 milliards de galaxies. Notre galaxie, 100 milliards de soleils, autour de chacun de ces soleils, des planètes. Imaginez le nombre de particules, d'atomes. Imaginez le nombre de particules sur Terre, sur la Lune, sur Mars, sur Vénus, sur Saturne, sur le Soleil. Imaginez 100 milliards de systèmes solaires. Et imaginez 100 milliards de galaxies. On compte toutes les particules, les atomes, et on arrive à 10 suivi de 79 zéros. D'accord? Donc c'est énorme. Et bien dans un cerveau humain, le nombre de réseaux possibles, c'est 10 suivi de 1 million de zéros. Donc c'est beaucoup, 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 beaucoup plus. C'est un réseau, ce sont des équipes, ce n'est pas juste compter les éléments, puisqu'il y a juste 100 milliards de neurones dans un cerveau adulte. Mais les combinaisons possibles, le nombre de ces combinaisons est absolument, absolument colossal de chez colossal. D'accord? D'accord? Donc j'espère que vous avez suivi le raisonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un système nerveux d'une immense complexité. Immense complexité. C'est très, très compliqué. Mais pour autant, on peut trouver des lois, comme la loi de Fitts, qui décrivent très simplement le résultat du fonctionnement de ce système nerveux très compliqué, le comportement. Voilà, et je vais vous quitter là-dessus aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. L'antimatière, c'est une particule? Non. L'antimatière, on ne sait pas ce que c'est. Mais je ne suis pas physicien et je ne suis pas astronome. Mais je ne sais pas exactement ce que les physiciens entendent par antimatière, mais ça, c'est une autre question. Vous allez trouver la réponse actuelle, la plus actuelle, les plus actuelles, les débats les plus actuels, ailleurs que dans mon cours. Voilà, je vous quitte et je vous dis à la semaine prochaine pour le cours magistraux. Certains d'entre vous ont des TD jeudi et vendredi. Bonne fin de journée. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur.